Dans l'ESG, il y a un trou dans la raquette. Et ce trou, c'est le suivi des risques ESG. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les équipes risques doivent contrôler les risques ESG. Je vais vous expliquer ce que l'on attend d'une équipe conformité. Et je vais vous présenter comment les dépositaires doivent effectuer leur contrôle. Je m'appelle Aurélie de Barochet, je suis la responsable du pôle conseil de Moonshot, une société de conseil en finance durable. J'ai 15 ans d'expérience dans l'ESG et je suis experte de ce sujet. Alors cette vidéo est plus destinée aux fonds cotés pour qui le contrôle des risques est quotidien et souvent automatisé. Mais le cadre que je vais vous présenter s'applique aussi si vous faites du private equity, du capital venture, de la dette privée, de l'immobilier ou de l'infra. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on attend 1. Des équipes de risque, 2. Des dépositaires et 3. De la conformité en termes ESG. Et ensuite, je vous présenterai les 3 points clés que vous devez maîtriser. Le fonctionnement des fonds en termes ESG, les exigences réglementaires à contrôler au niveau du produit et enfin, les exigences réglementaires à contrôler au niveau de l'entité, c'est-à-dire au niveau de la société de gestion. Mais avant cela, pourquoi on parle de gestion des risques ESG? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où vous mentionnez des objectifs ESG dans les prospectus des fonds, cela devient un engagement contractuel et vous êtes obligé de les contrôler et de contrôler s'ils sont appliqués. Et ça, c'est à l'équipe de risque de faire cela. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, l'AMF fait des contrôles là-dessus. L'AMF a précisé le niveau de contrôle qu'elle s'attendait à voir concernant les engagements contractuels ESG, dans ce document publié en 2023. C'est un point que l'AMF a reconfirmé ces dernières semaines dans un courrier envoyé à l'AFG. Elle s'attend à ce que l'ensemble des ratios ESG soient contrôlés de la même manière que les ratios financiers, selon les mêmes procédures et par les mêmes équipes, notamment les dépositaires. Et quand on voit le nombre d'engagements concernant l'ESG que prennent certains fonds, ça engendre un nombre de contrôles au final bien supérieur au nombre de contrôles sur les ratios financiers, comme la volatilité par exemple. Pour que vous l'ayez en tête dès maintenant, quand je parle de ratio ESG, je fais référence par exemple à la notation ESG moyenne d'un fonds, ou à ses engagements en termes d'intensité carbone, ou à tout autre engagement qu'a pris le fonds. Par exemple, tous les engagements pris dans le cadre d'un fonds labellisé ISR doivent être suivis et contrôlés, et cela quotidiennement, et c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas encore très bien. Donc l'AMF dit comme mon père, la récréation est finie. Je le disais en introduction, il y a 3 métiers qui contrôlent les risques. Les équipes risques, les équipes dépositaires et les équipes conformité. Ils ont chacun un rôle précis. Commençons par les équipes risques. Les équipes risques doivent, d'une part, suivre quotidiennement le respect du cadre de gestion tel qu'il a été défini dans les documents réglementaires, prospectus, règlements, etc. Et ce qui doit être suivi, c'est par exemple l'engagement d'avoir une notation minimale ESG. Deuxièmement, les équipes risques doivent suivre l'exposition aux risques ESG que la société de gestion a identifié et cartographié. Par exemple, une société de gestion peut estimer qu'elle veut être exposée à un niveau maximal à un secteur considéré à risque comme le tabac ou les énergies fossiles. Enfin, en tant qu'équipe risque, vous devez également quantifier l'impact financier des risques ESG. Par exemple, la VaR climat de ce fonds est de X%. Et clairement, surtout sur ce dernier point, c'est encore trop rarement fait. Concernant les équipes dépositaires, eux doivent également mener un contrôle sur les engagements ESG du fonds, avec le même niveau de diligence que pour les ratios financiers. Précision importante, les engagements ESG doivent être contrôlés à chaque valeur liquidative, à chaque VL, c'est-à-dire quotidiennement pour un fonds coté. Il faut donc s'assurer tous les jours qu'un gérant n'a pas acheté un titre qui est interdit d'un point de vue ESG. Ensuite, les dépositaires doivent surveiller le respect des procédures en termes de breach que les sociétés de gestion ont définies. Par exemple, en cas de breach actif, vérifier que la procédure d'escalade interne a bien été appliquée dans les délais définis. Je viens de vous parler des équipes risques, des dépositaires. Voyons maintenant ce que doivent faire les équipes conformité. Elles doivent tout d'abord s'assurer que les équipes de l'entreprise connaissent, savent appliquer leurs obligations en matière de finances durables. Par exemple, vérifier que les juristes ont correctement rempli une annexe ESG précontractuelle d'un prospectus, ou que les équipes ESG ont répondu à tous les attendus de l'article 29 de la loi énergie-climat. Deuxièmement, elles doivent mettre en place des contrôles de second niveau pour vérifier a posteriori que les processus ESG ont bien été respectés. Troisièmement, les équipes conformité doivent
se tenir au courant des évolutions à venir de la réglementation et connaître les attentes des autorités de régulation. L'ESMA, l'AMF ou encore la CSSF n'ont pas toujours la même interprétation des règles en vigueur. Je viens de vous présenter ce que l'on attend des 3 métiers. Maintenant, je vais vous présenter les 3 points clés que vous devez maîtriser. Donc, premièrement, la manière dont est construit un fonds ESG et comment fonctionnent et comment sont utilisées les données ESG. Ensuite, les exigences réglementaires qui s'appliquent au niveau des produits. Et enfin, les exigences réglementaires qui s'appliquent au niveau des sociétés de gestion. Alors, avant de continuer, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez à l'écran pour vous inscrire à notre newsletter et ainsi recevoir une vidéo par semaine. Vous pouvez aussi aller découvrir notre site internet moonshot.run où vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter. Maintenant, passons au premier point. Je vais vous expliquer pourquoi c'est essentiel que vous compreniez comment est construit un fonds ESG. Le plus souvent, un fonds ESG est l'aboutissement d'un processus en entonnoir. À partir d'un univers de départ, qui peut être ou non un indice, on enlève d'abord les exclusions de la société de gestion ou du fonds, par exemple les exclusions charbon, tabac, huile de palme, etc. Ensuite, on va noter l'univers qui reste d'un point de vue ESG et on exclut de cet univers une partie des notes les plus faibles. On exclut 20%, 30%, parfois jusqu'à 50% de cet univers qui a été noté. Et là, on se retrouve avec l'univers qui est investissable d'un point de vue ESG. Et c'est au sein de cet univers que le gérant va choisir ses valeurs pour constituer son fonds. Une équipe de risque va devoir contrôler que chacune des étapes est bien respectée. Et une équipe de risque va aussi devoir contrôler que l'univers de départ qui a été défini est bien cohérent avec la gestion du fonds en termes de taille de capitalisation, de secteur, de zone géographique. Si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas bien, j'ai présenté ce point dans une vidéo précédente. Vous l'avez bien compris, les points qu'il faut contrôler sont liés finalement à des données ESG. Et donc c'est essentiel d'avoir accès à la donnée ESG et de la comprendre. Quand on parle de données ESG, on parle soit de notation ESG, un score de 0 à 100, de 0 à 10, de AAA, triple C, etc. Ces scores vont agréger le résultat de différents indicateurs E, S ou G. Ou alors, quand on parle de données, on peut aussi parler des engagements contractuels ESG qui sont liés à des sujets précis. Le plus courant étant l'objectif d'avoir une empreinte carbone de son portefeuille inférieure à la moyenne de son indice ou de son univers. De manière générale, un gérant se sert soit d'une note ESG qui a été directement achetée à un fournisseur, ou il achète ou compile lui-même les indicateurs ESG sous-jacents pour en faire une note interne. Parlons d'un autre point important. En tant que dépositaire, ou quand vous faites de la multigestion, vous êtes confronté à un niveau de complexité supérieur quand on parle de ces données ESG. Pourquoi? Parce que vous allez être amené à devoir contrôler des engagements ESG pris par des sociétés de gestion différentes et qui peuvent se fonder sur des données qui viennent de sources différentes. Par exemple, vous allez contrôler une première société de gestion qui va acheter de la donnée chez un fournisseur comme MSCI, une seconde qui va retravailler une donnée qui vient cette fois du fournisseur Sustainalytics, et une troisième qui va faire une note complètement interne à partir des données directement publiées par les entreprises. Et donc vous allez devoir contrôler ou superviser les engagements ESG de chacun de ces acteurs, et donc avoir accès à l'ensemble des données ESG qui sont utilisées par ces sociétés de gestion. En clair, un dépositaire qui n'a pas des données MSCI ou Sustainalytics et qui doit contrôler un fonds labellisé ISR qui se base sur ces données-là ne peut pas effectuer ces contrôles. Et c'est pour cela que l'AMF a précisé dans la lettre à l'AFG que les dépositaires doivent disposer des notations ESG utilisées ou, à défaut, du détail quotidien de calcul des engagements ESG. Et là, on vous souhaite bon courage parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est très loin de cela. Je vais continuer dans la complexité. Pour contrôler de manière efficace tous ces engagements ESG, il est aussi important de comprendre le rôle et l'utilité de chaque donnée ESG. Par exemple, pour les données climat, il faut comprendre la différence entre une donnée d'intensité carbone et une donnée de température, car ces données ne vont pas servir à contrôler exactement le même type d'engagement climat. Nous venons de finir la première partie qui était de vous expliquer comment est construit un fonds ESG et à quoi servent les données ESG. Passons maintenant à la deuxième partie et aux 4 réglementations qui vont s'appliquer aux produits. La première réglementation, qui est aussi la plus importante, c'est la SFDR. Avant la SFDR, les fonds n'étaient pas obligés de mettre des engagements ESG dans leur prospectus. C'est la SFDR qui vous force à le faire à travers par exemple la question « Quelles sont les contraintes définies dans la stratégie d'investissement ?» Cette question, c'est une des questions des annexes
RTS que vous devez ajouter dans votre prospectus si vous avez un fonds article 8 ou un fonds article 9. Il y a d'autres questions de ce type. Donc, dans ce document, les sociétés de gestion vont lister toutes les règles et contraintes ESG qui s'appliquent, et ce sont précisément ces règles qui doivent être contrôlées au quotidien. Ensuite, autre document qui vous est demandé par la SFDR, c'est l'annexe ESG du rapport annuel. Et donc, le respect de ces engagements est à démontrer dans cette annexe, et le respect de ces engagements est revu par les commissaires aux comptes de manière annuelle. Pour l'équipe conformité, c'est important de vérifier que les 3 documents obligatoires selon la SFDR, c'est-à-dire l'annexe ESG précontractuelle, le rapport ESG périodique et le website disclosure sont correctement remplis et bien publiés sur le site internet. La deuxième réglementation, c'est la doctrine AMF. C'est un document écrit et publié par l'AMF qui précise ce que l'AMF attend pour avoir le droit de communiquer sur l'ESG auprès des investisseurs particuliers. L'AMF demande à ce que vous respectiez des règles précises dans votre processus ESG pour pouvoir communiquer sur l'ESG. Par exemple, mettre ESG, durabilité ou ISR dans le nom de votre produit. En tant qu'équipe conformité, c'est important que vous teniez à jour une liste des fonds qui peuvent communiquer de manière centrale, de manière restreinte ou qui ne peuvent pas communiquer du tout sur l'ESG auprès des investisseurs particuliers. C'est aussi important que vous contrôliez que tout ce que l'AMF demande pour être en communication centrale est bien respecté. A l'inverse, vous devez aussi vérifier que toutes les communications marketing de vos produits sont bien en adéquation avec leur niveau de communication autorisé. Centrale, restreinte ou pas de communication ESG du tout. Là encore, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. La troisième réglementation est l'article 29 de la loi énergie-climat. Il ne faut pas oublier que cet article s'applique pour les produits, donc pour les fonds, qui ont plus de 500 millions d'euros d'encours, quelle que soit sa classe d'actifs. Et surtout, quelle que soit sa classification SFDR. Il est donc possible de devoir faire un article 29 sur un fonds monétaire, article 6, dès lors qu'il fait plus de 500 millions d'euros d'encours à sa date de clôture. Une équipe conformité doit vérifier que tous les articles 29 LEC sont bien publiés pour les fonds de plus de 500 millions d'euros d'encours et que 3 éléments sont précisés dedans. La manière dont les risques ESG sont gérés pour ce produit, la stratégie climat du fonds et la stratégie biodiversité du fonds. Si cela n'apparaît pas, c'est carton jaune. Enfin, la dernière réglementation, c'est plus un cadre volontaire, mais on est entre nous, qui peut s'appliquer, c'est celui des labels. Les labels vont imposer des exigences spécifiques qui sont auditées une fois par an. Et donc pour conserver ces labels, il est important que les équipes conformité s'assurent que les processus sont bien respectés. Pour vous donner un exemple, le label ISR exige de rendre public un rapport annuel lié aux actions d'engagement de chaque fonds labellisé. Tous ne le font pas. Nous avons abordé les 2 premiers points, passons maintenant au 3e, celui sur les engagements au niveau de la société de gestion. Là, c'est vraiment un rappel rapide pour les équipes conformité. Vous devez d'abord vous assurer que toutes les politiques exigées par la SFDR au niveau de l'entité sont bien publiées. Donc quand on parle de politique exigée par la SFDR, on parle de politique des risques de durabilité, on parle de prise en compte ou non des incidences négatives, on parle de politique de rémunération. Ensuite, vous devez aussi vous assurer que l'article 29, cette fois de la société de gestion, de l'entité, répond bien à l'ensemble des attendus de cet article. Il y en a 9. Voilà, j'espère que vous êtes un peu mieux armés pour réaliser tous vos contrôles. Sachez que moonshot.run peut vous accompagner. Nous aidons les équipes de risque à mettre en place leurs contrôles, nous auditons leurs process, nous accompagnons les dépositaires à structurer tous ces nouveaux contrôles, et bien évidemment, nous formons tous ces métiers pour qu'ils maîtrisent les concepts de la finance durable et qu'ils puissent réaliser leur mission de contrôle. Nous serions ravis de vous aider. On adore tous ces sujets. À bientôt!